Bonjour, mon invité aujourd'hui est Sébastien Abyss. À propos de la sortie de cet annuaire, le Déméter 2023, c'est vraiment l'annuaire de toutes les questions agricoles et je rappelle ta géopolitique de l'agriculture qui vient de sortir dans une deuxième édition. Alors peut-être, première question, en quoi l'agriculture est-elle un sujet géopolitique? C'est sans doute un sujet géopolitique pour une raison d'abord très simple, c'est qu'on est 8 milliards d'habitants désormais sur cette planète et que tous ceux qui ont débarqué depuis le début de ce siècle, c'est-à-dire 2 milliards de personnes en plus quand même, ont la même nécessité que tous les autres et tous ceux qui sont passés sur cette terre de devoir se nourrir pour vivre, se développer, vivre ensemble, avoir de l'énergie, réfléchir, plein de choses. Cette nécessité vitale par l'alimentation, elle vient d'une activité qui est l'agriculture. On ne peut pas avoir de sécurité alimentaire sans production agricole, et les productions agricoles dans le monde, elles ont cette dimension stratégique. Sans agriculture, en fait, pas grand-chose n'est possible. Ça veut dire aussi que géopolitiquement, tous les pays qui sont en souffrance, par exemple en termes de dotation hydrique, en termes de sol, en termes de conditions climatiques, sont beaucoup plus exposés à des risques alimentaires. Donc il y a une dimension géopolitique parce qu'il y a un rapport au territoire, il y a un rapport au vivre ensemble, au faire ensemble et aux politiques publiques. Et la géopolitique, c'est aussi ça, c'est les rapports sur un espace, les rapports pour contrer des difficultés, pour faire un monde meilleur, mais parfois aussi pour le pire avec des sujets de rivalité, de compétition autour des ressources et de ce qui est essentiel. Donc en fait, depuis très longtemps, l'agriculture est géopolitique et ce n'est pas les dynamiques les plus récentes à l'œuvre dans le monde qui peut altérer cette dimension-là. Ajoutant à cela peut-être une variable qui s'intensifie, c'est un climat qui est de plus en plus complexe pour produire en agriculture partout sur le globe. Et en fait, cette équation climatique accentue finalement aussi une géopolitique du climat qui est une géopolitique de l'agriculture. Alors, ça mène à l'autre question. Est-ce que entre verdir et produire, est-ce que l'on peut choisir? Est-ce qu'il n'y a pas un débat sur l'agriculture contre l'environnement? Doit-on de nouveau augmenter la production agricole au risque de porter atteinte à l'environnement? Finalement, c'est un peu une question qui pouvait se poser en ces termes il y a encore quelques temps, mais aujourd'hui, on est forcément dans la combinaison. Si on veut schématiser les dynamiques sur le temps long, et c'est important le temps long en agriculture, au XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale, toute la planète s'est mise à produire davantage parce que d'abord il y a eu davantage de zones en paix et ça a permis de développer l'agriculture. Il y a eu des progrès techniques, des progrès technologiques et il a fallu surtout sortir de la faim et de l'insécurité alimentaire des milliards d'individus, y compris en Europe où je rappelle que comme on se tapait dessus pendant des années, les conditions du développement agricole et de la sécurité alimentaire n'étaient pas réunies. On a donc souvent eu une réponse productive qui s'est pas toujours faite avec une très bonne cohérence sur les écosystèmes terrestres ou marins et finalement la préservation des ressources. Ce 21e siècle présente, lui, une caractéristique encore plus difficile dans l'équation stratégique à résoudre, puisqu'il faut maintenir de la production, voire dans certaines régions en augmenter significativement, parce que certaines régions ne produisent pas aujourd'hui suffisamment par rapport à leurs besoins. Mais il va falloir diminuer drastiquement l'empreinte environnementale de l'activité agricole. Donc quelque Et c'est part, possible les deux? oui, c'est possible les deux, c'est-à-dire c'est comment on va réussir à maintenir une activité nourricière et en même temps avoir avec l'agriculture une contribution nette sur la durabilité du développement, parce que l'agriculture, elle va apporter aussi des solutions sur du stockage carbone, sur du renouvellement de la nature. Et puis il y a des nouvelles techniques, il y a des nouvelles pratiques où on redécouvre soit des savoirs anciens, soit on accepte de mettre en œuvre de l'innovation. Ce qui est certain, c'est que l'agriculture au XXIe siècle doit forcément être durable. Ça ne peut pas être juste un oxymore comme ça pour faire joli et avoir un slogan et des politiques publiques. Elle doit être forcément durable parce que si elle ne l'est pas, on risque d'avoir en fin de ce siècle en fait une agriculture qui ne produit plus. Et donc on aura un problème de toute façon de sécurité alimentaire au sens premier du Mais terme. dans les débats actuels, on oppose souvent le monde agricole au courant écolo. Et c'est tout ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est-à-dire ne pas enfermer le débat agricole sur l'unique sujet environnemental. Moi, j'ai à cœur de toujours souligner deux choses. C'est qu'en fait, si on dit que l'agriculture, c'est l'environnement, on passe à côté de toute sa dimension géopolitique, économique, sociale, démocratique qu'il faut toujours aussi remettre en exergue. Et si en même temps, on dit que agriculture et environnement s'opposent, en fait, on ne fait pas combiner les deux. Les agricultrices, les agriculteurs, en fait, sont
premières loges du développement durable transforment leur système. Il y a toujours des bons et des mauvais dans n'importe quel secteur d'activité. L'écrasante majorité des producteurs aujourd'hui ont depuis longtemps lancé des pratiques de verdissement et sont responsables des ressources, puisque de toute façon, c'est leur outil de travail. Il n'y a pas d'intérêt à dilapider un outil de travail. La question environnementale, en revanche, on a eu tout un mouvement de société civile qui a permis de réintégrer beaucoup plus l'urgence à mieux faire, beaucoup mieux faire sur les questions agricoles autour des enjeux climatiques. Ce qui est important, c'est que les uns et les autres travaillent ensemble. C'est un peu s'unir pour changer. Si on ne s'unit pas, de toute façon, les pratiques ne vont pas changer. Et en fait, il faut sortir de débats stériles où parfois certains milieux écologistes tapent sur l'agriculture comme si elle ne faisait rien. Et parfois, on a un milieu agricole qui est anti-écologie parce que pris sur un angle un peu radical. Donc je pense qu'en fait, tout le monde doit se parler et surtout faire ensemble, pas perdre de temps. Les enjeux sont trop grands. Alors, dans le Déméter, là, tu parles d'un réarmement agricole nécessaire. Qu'est-ce qu'un réarmement agricole ? La formule, elle est un peu utilisée à dessein, c'est-à-dire que pour nourrir toujours plus de monde, beaucoup mieux, avec des techniques de moins en moins impactantes sur la planète, dans un contexte un peu géopolitique où il n'y a pas plus d'eau, plus de terre, il n'y a pas forcément plus de coopération sur la planète, il faut un réarmement agricole dans le sens où il faut maintenir de l'activité agricole partout où c'est possible, là où on le fait aujourd'hui. L'Europe ne peut pas demain, a priori, faire moins d'agriculture, mais elle doit se battre pour espérer en faire autant, parce que le climat en Europe change et en même temps, l'équation géostratégique européenne évolue, et il y a une partie du monde qui doit produire plus. Donc il y a un réarmement agricole nécessaire, bienvenu, à faire, qui ne va pas être simple, parce que le besoin alimentaire mondial s'accentue, et encore une fois, j'insiste, nous devons aussi avoir des transitions autour de la décarbonation de nos économies. Il faut dire que l'agriculture propose de l'énergie renouvelable et que si on veut sortir des énergies fossiles, c'est aujourd'hui l'agriculture qui va être, tout comme le solaire et l'éolien, le grand pourvoyeur d'énergie renouvelable, avec la biomasse, avec cette mobilisation-là. Le stockage carbone, la liste pourrait être longue. Nous avons beaucoup de coproduits de l'agriculture qui font des nouveaux matériaux, des nouveaux plastiques, de nouveaux emballages, de nouveaux équipements sportifs pour les voitures, etc. Donc, toute la production agricole n'est pas qu'alimentaire, elle peut être aussi à d'autres destinées industrielles et énergétiques avec ce sujet de décarbonation. Donc le réarmement agricole, c'est faire plus d'agriculture pour plus de services demain, mais en même temps avec des techniques moins impactantes pour la planète. Évidemment, réarmement agricole, parce que le clin d'œil, c'est qu'évidemment certains pays ou certains acteurs utilisent la force de l'agriculture, non pas pour faire mieux demain et davantage ensemble, avec plus de coopération, plus de paix, plus de solidarité, mais retournant la force de l'agriculture pour asservir ou menacer des voisins, et donc être dans une utilisation d'un outil de paix en le retournant comme arme de guerre. On l'a vu entre la Russie et l'Ukraine avec le blocage des exportations qui a fait craindre une insécurité alimentaire, voire des famines en Afrique. Oui, c'est pour ça aussi qu'on a intitulé l'édition 2023 du Déméter « La durabilité à l'épreuve des faits ». C'est-à-dire que ce sujet de faire toujours plus de durabilité au sens environnemental autour des questions agricoles, il doit être aussi challengé avec un contexte géopolitique. Et ce contexte géopolitique, c'est les éléments de sécurité, de production, de nourrir dont j'ai parlé, et en même temps un contexte stratégique où on voit certains acteurs utiliser l'agriculture pour affaiblir des voisins ou rayonner à l'international en menaçant éventuellement certains pays partenaires. C'est vrai que la Russie, c'est un peu la caricature de cela. Depuis 20 ans, c'est un pays qui a autant misé sur ses céréales que le gaz, le pétrole ou son secteur de la défense pour son économie nationale, et en même temps essayer d'avoir avec un certain nombre de partenaires dans le monde un rapport de force à son avantage. La Russie, aujourd'hui, occupe une partie du territoire ukrainien. Les récoltes de l'Ukraine agricole de ces territoires sont parties dans les tuyaux russes. La Russie a, depuis un an, gagné des surfaces agricoles en ayant pris des zones en Ukraine, a bloqué pendant longtemps la mer Noire parce que la mer Noire était la zone d'exportation des productions ukrainiennes par la mer. Et la Russie a raconté au reste du monde que s'il y avait plus d'instabilité alimentaire dans le monde, c'était absolument pas de sa faute, mais parce que l'Ukraine s'y prenait mal ou que les sanctions occidentales empêchaient la Russie d'inonder le marché mondial de ses productions. Donc elle a un narratif en fait qui est désinformation d'un côté, et un narratif qui est rassurez-vous au reste du monde, nous on va vous nourrir, mais en même temps, si vous nous critiquez,
Si vous votez contre nous des sanctions ou sur des résolutions à l'Assemblée générale des Nations Unies, on fermera le robinet céréalier comme on a pu fermer le robinet gazier pour certains pays dans le monde. Alors justement, tu avais publié il y a maintenant 9 ans un livre Géopolitique du blé que tu viens de ressortir chez Armand Collin. Le blé a été au centre de tous ces débats géopolitiques avec cette guerre. Oui, on a repris conscience que certaines productions agricoles étaient stratégiques. L'Ukraine, en fait, était méconnue dans sa dimension agricole. La plupart des gens avaient bien en tête que la Russie s'était fortement remobilisée pour sa puissance agricole, notamment avec du blé. La Russie est redevenue numéro 1 mondial à l'export de blé en 2016. Alors que l'Union soviétique était importatrice. L'URSS, en gros, pendant des années, produisait pour se nourrir et avait même besoin d'acheter souvent sur les marchés internationaux, et y compris parfois aux États-Unis. C'était les faces cachées de la guerre froide, c'est que la diplomatie céréalière existait quand même entre Washington et Moscou. Et en fait, cette Russie s'est remobilisée d'un point de vue agricole, mais l'Ukraine également. Et l'Ukraine, c'est beaucoup de production de grains, ce qu'on appelle grains, donc d'abord du tournesol pour faire de l'huile ou des tourteaux pour nourrir les animaux, du maïs, beaucoup de maïs, c'est la céréale dominante en Ukraine, et beaucoup de blé. Donc l'Ukraine, c'est une superpuissance agricole et céréalière, et il est vrai que j'ai souhaité réécrire Géopolitique du blé parce que, 1, la situation internationale avait évolué, 2, la Russie avait encore plus montré ses muscles et russifié le marché mondial du blé ces dernières années, et ce conflit en Ukraine a rappelé que finalement, peu de pays dans le monde produisent du blé, une quinzaine font 80% de la récolte mondiale, mais il y a encore moins de pays qui en produisent et qui en exportent. Ils sont 8. Il y a 8 pays qui font 90% de l'exportation mondiale de blé, parmi lesquels l'Ukraine. Et en fait, quand un de ces 8 manque, soit parce qu'un accident climatique, soit guerre qui empêche à ce pays de produire et exporter, en fait, vous n'avez pas de remplaçant. C'est pas comme une équipe de foot où vous pouvez faire rentrer quelqu'un sur le terrain. Et là, ce terrain de jeu alimentaire mondial, non seulement il est vital pour une partie du monde, et il y a des pays importateurs qui, quand ils voient un des 8 manquer sur le terrain de jeu, c'est la panique à bord parce que leurs approvisionnements ne sont pas garantis, les prix augmentent, et donc il y a une double préoccupation. On va payer plus cher les céréales disponibles sur le marché mondial, et on n'est pas sûr de trouver le volume dont on a besoin pour nourrir notre population. Alors dans le Déméter, tu explores des domaines nouveaux, notamment celui du métavers. Quelle est la relation entre l'agriculture et le métavers ? Alors ça, on a toujours à cœur dans le Déméter d'explorer toutes les facettes un peu stratégiques de l'agriculture et des questions alimentaires, en essayant de proposer à nos lecteurs des parcours différenciés sur ce que l'agriculture a d'ancien, de traditionnel, des terriblement contemporain ou très prospectif. Souvent, on n'a pas la conscience à la hauteur des réalités, à quel point l'agriculture est un secteur aujourd'hui inondé de numérique, de digital, de technologies modernes. Les agriculteurs utilisent beaucoup de data. Un peu des clichés sur un secteur retardé qui serait encore au 19e siècle. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Il suffit d'aller au salon de l'agriculture pour voir en fait qu'on entretient cette image traditionnelle dans certains stands du salon, parce que quelque part l'agriculture, comme c'est le passé, on essaye un peu de cultiver une image presque d'Épinal, et en même temps, tout en se baladant en salon, on peut découvrir des stands et découvrir des réalités où on est complètement dans le futur. On est dans la science, on est dans la haute technologie, on est dans les drones, les images satellitaires et les fameux jumeaux numériques. On sait qu'aujourd'hui, on peut, grâce aux jumeaux numériques, reproduire en digital des espaces pour avoir des clés de lecture sur comment ça fonctionne, comment on peut corriger. Et les mondes agricoles, aujourd'hui, la proposition dans les métavers, c'est de pouvoir reconstituer des jumeaux numériques d'une exploitation, et donc avoir une cartographie complètement en 4D de l'exploitation agricole, son sol, les besoins, les intrants, le bâtiment, la météo qui fait, pour permettre un pilotage par l'entrepreneur agricole de son exploitation. En quoi c'est intéressant ? Parce que on sait que si on doit demain précisément être sur une agriculture d'ultra-précision, avec une précision qui va permettre de faire la bonne dose, la bonne récolte, le bon apport hydrique, sans en mettre trop, au bon moment de l'année ou au bon moment de la semaine, c'est la data qui va objectiver ça. C'est-à-dire que le bon sens agricole, évidemment, continue à prévaloir. On sait que le bon sens paysan, c'est une formule qui est un peu caricaturale, mais pour le coup, existe. Il faut de l'expérience. Et en même temps, la data va permettre de faire du sur-mesure pour cette mission dont on a parlé précédemment, qui est de nourrir et réparer la planète. C'est
comment je maintiens des volumes et en même temps je réduis mon impact environnemental. Le métaverse a une face positive qui est ce jumeau numérique. Le métaverse, il a aussi cette facette un peu ludique ou qui interpelle sur le fait qu'aujourd'hui on vend sur le métaverse des produits alimentaires qui n'existent pas, dans des mondes qui n'existent pas, pour être dans l'expérientiel client. Et donc on a beaucoup de marques agroalimentaires qui ont développé des corners dans le métaverse pour l'expérience client. Et donc c'est vrai que ça nous interpelle un peu d'un point de vue stratégique à l'heure où on sait qu'il y a une partie du monde qui manque de nourriture, que dans le métaverse, des milliards ont été investis ces derniers temps pour proposer des expériences alimentaires qui n'existent pas dans des mondes qui ne sont que virtuels. Alors, puisqu'on parle des secteurs nouveaux, est-ce qu'il y a des nouveaux producteurs? Est-ce qu'il y a aussi une multipolarisation de la puissance agricole? Est-ce qu'il y a des nouveaux acteurs qui arrivent sur ce terrain? On pourrait en fait regarder trois types d'acteurs un peu nouveaux. Si on prend des pays depuis 15-20 ans, certains États asiatiques comme l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines ou le Vietnam sont devenus des grands géants agricoles, avec des productions qui ne sont pas juste présentes sur les marchés asiatiques, mais sont capables aujourd'hui de toucher toute la planète. Si on prend le continent africain, dans ce registre, on a des pays comme l'Éthiopie, l'Afrique du Sud ou le Maroc aussi qui ont une taille aujourd'hui critique majeure et qui sont des puissances agricoles émergentes qui comptent aussi sur les marchés mondiaux. Et côté des Amériques, difficile de ne pas mentionner le Mexique, par exemple, qui a une vraie ambition agricole. Il n'y a pas que le Brésil ou l'Argentine parmi les grands géants producteurs. Ça, c'est sur le côté étatique. À côté de cela, on a également des entreprises qui sont devenues des acteurs importants dans le secteur agricole par leur capacité d'investissement dans la recherche, dans l'innovation. Des entreprises du numérique, si on veut rester dans ce registre-là, que ce soit les GAFAM américains ou les leaders de la technologie chinoise, ont beaucoup investi dans le secteur agricole et alimentaire. Et comme ils ont des capacités financières colossales, ce sont aujourd'hui des acteurs qui comptent. Il y aurait à mentionner éventuellement un troisième segment, c'est tous les fonds d'investissement qui ne sont pas forcément des fonds liés à l'agriculture. On peut avoir des fonds de gestion d'actifs type BlackRock, on peut avoir des fonds souverains comme certains fonds singapouriens ou des fonds du Golfe qui investissent beaucoup sur ce segment parce qu'encore une fois, c'est une valeur sur l'agriculture et l'alimentaire. Dans un monde instable, un peu incertain, il peut être tentant d'investir sur ce segment. Et puis comme c'est aussi un secteur qui permet de rayonner ou de se protéger, on a vu certains fonds acheter des actifs agricoles et alimentaires parce que ça permettait d'avoir un peu plus de puissance. À titre d'illustration, on a une Russie qui depuis un an est désertée par un certain nombre d'acteurs occidentaux industriels et économiques, parce qu'évidemment il y a les sanctions, il y a le risque réputationnel, il y a la dimension éthique et géopolitique qui rentre en compte. On sait que l'État russe récupère un certain nombre d'actifs, d'usines, d'industries, de sites scientifiques ou de production pour 1 euro symbolique ou presque, et qu'un certain nombre de ces actifs sont revendus au prix fort à un certain nombre de fonds, et notamment des fonds du Golfe, qui aujourd'hui ont bien compris que ce type d'actifs avait de la valeur. Et comme les fonds du Golfe ont les poches qui se sont un peu remplies parce que le cours de l'énergie a aussi connu quelques progrès ces derniers mois, on voit un peu de triangulation de ce type qui redessine un peu les cartes. Parce que pendant ce temps-là, on voit bien que les intérêts géoéconomiques parfois se mélangent aux dynamiques géopolitiques et que donc sur la scène du monde, il y a des pays qui défendent des intérêts et des valeurs et ça pose aussi des questions sur ce que l'Europe veut faire sur ces questions-là. Alors il y a un autre acteur dont on n'a pas parlé pour le moment, c'est la Chine. 8% des terres agricoles mondiales, 22% de la population. La Chine est une éternelle assoiffée de produits agricoles. Oui, d'abord assoiffée d'eau, c'est pour ça qu'elle reste très présente dans le sujet de l'Himalaya. La sécurité hydrique de la Chine et donc la sécurité alimentaire et agricole de la Chine passe par ce contrôle des eaux de l'Himalaya. Et sans doute qu'un jour, il faudra qu'on soit attentif. Et sans doute l'IRIS aura besoin de se poser sur cette question des rivalités entre l'Inde et la Chine autour de l'eau de l'Himalaya, parce que c'est vraiment un sujet majeur en termes de prospective au cours de ce siècle. Mais on a une Chine en fait qui a développé tout un arsenal pour approvisionner le pays en étant capable de sourcer aux quatre coins du monde. Et donc, par sa capacité logistique, par les investissements qu'elle a pu faire, les infrastructures maritimes également qu'elle a su mettre en place, la Chine aujourd'hui achète beaucoup, produit énormément. J'aime toujours dire que la Chine, dans certains produits agricoles, elle est le premier
producteur du monde, et elle peut Mais aussi en dehors de son territoire. sur son territoire, et en même temps elle peut être le premier acheteur, c'est-à-dire c'est l'effet Chine. Ce qui est intéressant peut-être à mentionner avec la Chine, c'est que c'est un pays qui a peut-être aujourd'hui besoin de s'ingérer plus qu'hier sur les affaires mondiales agricoles. C'est pas juste acheter, c'est pas juste avoir des actifs. Et ce qui est intéressant peut-être de souligner, c'est que la semaine dernière, la Chine a sorti 2 documents officiels, un document de stratégie globale qui exprime sa position sur la scène internationale. Un gros paragraphe est dédié à la sécurité alimentaire. On voit que c'est un enjeu évidemment domestique important pour le pouvoir à Pékin, mais la Chine ne cache plus que c'est un sujet mondial et que c'est un sujet sur lequel la politique étrangère chinoise se positionne. Et deuxième document la semaine dernière, c'est la position et la proposition de la Chine sur la guerre en Ukraine et sur la dizaine de points évoqués. La Chine insiste sur la dimension agricole et alimentaire de ce conflit, avec le corridor en mer Noire qu'il faut absolument préserver. Et il faudra peut-être observer si en 2023, après la Turquie qui a essayé de jouer ce rôle en 2022 avec les Nations Unies pour mettre les parties russes et ukrainiennes sur cet accord mer Noire céréalier, si la Chine ne va pas être tentée de prendre la place de la Turquie au cours des prochains mois, surtout que la Turquie a un agenda 2023 qui se renationalise un peu. Et est-ce que cette guerre Russie-Ukraine a un volet, alors non seulement pour l'exportation, mais aussi pour la conquête, un volet agricole? C'est quand même des terres riches qui sont en jeu dans la conquête de la Russie? Oui, 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 parce que l'Ukraine, et d'ailleurs Volodymyr Zelensky n'a jamais caché la dimension agricole de l'économie ukrainienne et l'importance tant pour son économie que pour l'export du pays à partir des questions agricoles. Et il a toujours indiqué que la force ukrainienne repose sur ses sols. Historiquement, ça a toujours été vrai, c'est des sols très généreux pour les activités agricoles et qui sont en fait tout autour de cette mer Noire. Et notamment, en fait, ils étaient en Crimée, et l'Ukraine a été amputée déjà de ce potentiel agricole en 2014, et ils sont dans ces républiques, ces 4 oblasts de l'Est et du Sud de l'Ukraine que la Russie aujourd'hui contrôle. Donc pour l'Ukraine, perdre aujourd'hui 20% de son territoire souverain par la Russie, c'est aussi une perte de potentiel agricole et une perte d'expression agricole. Et il est certain que dans la stratégie russe, il ne faut pas agricoliser évidemment à l'excès ce que revêt cette opération militaire spéciale de la Russie, cette guerre pour ne pas la nommer. Mais néanmoins, on ne peut pas ne pas regarder la question agricole et l'intérêt agricole dans le raisonnement que le Kremlin développe dans son narratif autour de l'Ukraine. Je rappelle que parmi les premiers conseillers de Vladimir Poutine, il y a le papa du ministre de l'Agriculture de la Russie, et que le sujet agricole est suivi au plus haut niveau au Kremlin, et pas que depuis quelques mois. Ça fait quand même 20 ans que ça dure. Alors l'Ukraine, du fait de la guerre, a obtenu le statut de pays candidat à l'Union européenne. On a dit que c'était un signal envoyé à Moscou et il y a vraiment une sorte d'enthousiasme à accélérer les choses. Est-ce qu'il n'y aurait pas un impact un peu... Est-ce que le monde agricole n'est pas inquiet d'une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne ? Alors en fait, le monde agricole européen, il est d'abord solidaire. J'aime à mentionner, et je crois que c'est important pour que l'on comprenne bien que l'Europe agit dans un monde qui bouge. Il n'y a pas que les autres qui font des choses. Le corridor de solidarité maritime qui a permis aux grains de l'Ukraine de retrouver le marché mondial a exporté le même nombre de grains dans le monde que ce que l'Europe a permis de sortir d'Ukraine depuis le printemps 2022 par les corridors de solidarité terrestres que la Commission européenne et les États membres ont établi par la voie ferroviaire, par les voies fluviales, par camion, et on l'a fait pour aider l'économie ukrainienne et pour aider la sécurité alimentaire mondiale. Donc ça, je crois que c'est important. La deuxième chose, c'est que depuis un an, à côté de cette mesure de solidarité, l'Europe a libéralisé complètement le commerce agricole avec l'Ukraine. Et donc on a encore plus de produits agricoles ukrainiens qui viennent sur les marchés européens. Et c'est vrai qu'on a fait primer l'émotion et les solidarités au détriment d'un certain nombre de paramètres tant économiques que sanitaires. Les produits ukrainiens ne sont pas aux normes réglementaires du marché européen, et on a par exemple des productions type le poulet ukrainien qui vient de plus en plus aujourd'hui sur le marché européen, qui concurrence les productions européennes
en ayant des caractéristiques sanitaires bien moindres et des coûts de production bien inférieurs. Donc évidemment, il y a un peu de questions à se poser. Est-ce que l'Europe est cohérente dans sa stratégie d'ensemble? Et cette question à moyen long terme, comme tu l'évoques, l'Ukraine demain dans l'Union européenne, c'est soit un hyper concurrent aux autres agricultures européennes, si on ne raisonne pas géopolitique avec la question agricole, soit une grande puissance agricole qui va renforcer la puissance agricole européenne. Et donc moi je pense que d'ores et déjà, si le scénario le plus probable c'est une Ukraine autour de 2030 qui devient un État membre de l'Union européenne, il faut préparer les économies agricoles européennes à ce scénario, certes. Il faut mettre à niveau l'agriculture ukrainienne aux standards européens, mais il y a un troisième étage nécessaire, c'est que l'Europe assume son statut de grande puissance agricole et l'exprime aussi comme ça sur la scène internationale. Je ne comprendrais pas très bien le sens à intégrer une Ukraine qui est une superpuissance agricole en lui proposant d'être demain État membre de l'Union européenne en se désagroquéolisant. Ce serait pas bon pour l'économie ukrainienne et ça n'aurait pas de sens pour une Europe qui se dit est-ce qu'elle ne pourrait pas venir par contre faire souffrir l'agriculture française? Elle pourrait créer des tensions avec les productions françaises, mais elle pourrait aussi apporter des complémentarités dans une expression d'une agriculture européenne riche de diversité, où aujourd'hui les grains français et les grains ukrainiens, vous les combinez, c'est une expression mondiale extraordinaire, et l'Europe pourrait être, dans beaucoup de domaines, la première puissance agricole du monde, à condition de vouloir l'exprimer ainsi, en raisonnant géopolitique, et surtout en raisonnant de manière unie et compacte entre l'ensemble des États membres. Eh bien, c'est cette note singulièrement optimiste que l'on va terminer cet entretien. Merci Sébastien.